de politique. Il y en a pour la soirée, hein, là, déjà. Alors, toi, tu es un gars gentil, et moi, j'ai mauvais caractère. Donc, tu penses qu'on peut construire quelque chose faiblement. Et moi, je ne le crois pas. C'est-à-dire, je pense là pour le coup que c'est toujours des invocations un peu audacieuses. Hein. Mais je me demande si je peux pas mettre l'histoire de mon côté. Je veux dire, on n'a jamais vu un ordre de domination rendre les clés de soi-même. Voilà, ça n'existe pas. Alors vous pourriez m'opposer que si ça s'est produit, l'urne s'est tombée comme ça. Sauf que c'était vermoulu à cœur depuis très longtemps et que le système avait cessé d'être légitime aux yeux même de ses bénéficiaires et de ses soutiens. Donc c'était effectivement la décomposition était actée depuis très longtemps. Faute de ce genre de configuration tout de même parissime, un ordre de domination ne rend les armes que quand il est forcé, parce qu'il a rencontré des armes plus nombreuses et plus puissantes décidées à le déloger. Donc la perspective de construire calmement, on met de côté le discours de la crise pour pouvoir envisager paisiblement, etc. Dans un monde parfait, j'achète, mais j'ai peur que le monde soit terriblement imparfait. Donc ça, c'est le premier point. Et que un changement un changement de formation sociale, je vais dire ça comme ça, hein, parce que qu'est-ce qu'on appelle formation sociale, justement, c'est toute la question dont on va traiter aujourd'hui. Un changement de formation sociale, j'en ai peur, ne se fait qu'avec sa part de convulsion et avec sa part de violence. Précisément parce que les bénéficiaires du système n'ont rigoureusement aucun intérêt à le délaisser, au contraire, ils ont tout à gagner à le faire vivre aussi longtemps que possible, et il faudra les déloger, ni plus ni moins. Voilà. Et ça ne se fera pas dans la plus grande courtoisie. Alors, l'autre objection que tu portes au discours catastrophiste, et puis juste après, je vais en venir à cette défense possible du discours catastrophiste. Hein. L'autre discours que tu tiens, c'est la crise actuelle fait écran à d'autres crises qui sont beaucoup plus importantes. Alors, mais tu as fait comme sur un art consommé de la promesse, tu as fait toi-même la réponse pour pouvoir nous l'écarter, en disant ah, il faut s'occuper de relancer la croissance et puis la verdure viendra après. Alors évidemment, c'est dit d'une manière telle que je ne peux pas me réapproprier ça derrière. Ça, je veux dire, tu m'as savonné la planche parfaitement. Et pourtant, je monte sur la planche savonnée. J'endosse cette thèse. C'est-à-dire qu'en effet, nous sommes dans un état d'urgence où le drame social atteint des profondeurs telles que, dans un premier temps, ce qui est à notre portée, et encore, il faut voir, je sais que je ne vais pas me faire des amis du côté de ceux qui ont la fibre écolo ce soir, mais c'est, oui, de relancer la croissance par des voies macroéconomiques assez standards. Que la crise écologique soit là, j'allais dire d'abord, je n'en disconviens pas, puis en fait, si je me demande si j'en disconviens pas un peu. Mais alors là, pour étayer cette disconvenance, il faudrait rentrer dans une analyse un peu précise, conceptuelle, de ce que c'est que la crise. C'est ça, et ça c'est un problème. Alors, pour vous dire des choses aussi vite que possible, je pense qu'il n'y a pas... Les crises ne sont pas des états de fait. Il n'y a pas des états de crise, il n'y a que des jugements de crise, des jugements collectifs de crise. Les mêmes états sociaux peuvent donner lieu à des jugements tout à fait différents, selon ce que Spinoza appellerait l'ingénium du corps social. Il y a un certain état, disons économique et social, qu'on peut renseigner à l'aide d'indications statistiques, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin bon, on sait que le taux de chômage étend, que les inégalités s'étendent, que le taux de pauvreté s'étend, etc. Mais ça, ce sont, disons, des affections du corps social. Et pour savoir quels affects ces affections vont produire, il faut savoir comment les affections vont être réfractées par la complexion passionnelle collective du corps social. Alors, souvenez-vous, par exemple, que dans les années 70, Georges Pompidou disait si le taux de chômage, le nombre des chômeurs dépasse les 500 000, la société française explose. Et vous connaissez la suite des événements. Je veux dire, bon, donc et il est possible que... je veux dire, au moment T où il parlait, si on avait poussé brutalement le nombre des chômeurs à 500 000, ça se serait très très mal passé. Et vous voyez, l'ingénium du corps social, ses sensibilités, ses tolérances et ses intolérances ont énormément bougé avec le temps, et nous voici exactement à 3,5 millions de chômeurs, et il ne se passe toujours rien. Donc,
vous ne sauriez définir un état de crise par des variables macroéconomiques objectives. Ça, c'est toujours médiatisé par le jugement, les opinions, les affects du corps collectif. Et ça peut envoyer dans une direction ou dans une autre. Alors moi, par exemple, je me trompe régulièrement là-dessus, j'arrête pas de me le dire, puisque comme tout le monde, je juge d'après mes propres affects, et visiblement, c'est pas les affects modaux. Vous voyez? Bon, donc depuis des années, je pense que ce qui se passe est tellement énorme que ça devrait mettre tout le monde dans la rue, sauf que ça ne met personne dans la rue. Bon, voilà, donc erreur caractérisée qui m'indique précisément que je me trompe dans l'analyse de la réfraction, de la médiation. La médiation ou la réfraction ne produisent pas les effets que j'attendais. Bon. Donc c'est très dommage. Alors ça pose la question aussi de savoir si l'état, la situation que nous vivons est une crise. Alors ça il nous semble que dans le jugement collectif, la chose n'est plus douteuse. Ce qui est davantage sujet à interrogation, c'est de savoir de quoi la crise présente est-elle une crise. Ah ben ça c'est autre chose. Est-ce que c'est une crise est-ce que c'est une crise dans le capitalisme ou est-ce que c'est une crise du capitalisme? C'est ça le truc décisif. Et là encore, du fait même de ces effets de réfraction, de médiation par une collective, l'affection macroéconomique et sociale présente produit des effets qui sont sous-déterminés. Et ça va dépendre. Je veux dire, l'histoire passionnelle collective est en train de se faire. Donc, il est acquis que le corps social considère que ce qui se passe actuellement est une crise au minimum dans le capitalisme, une crise de la configuration présente du capitalisme, mais ce qui n'est pas encore déterminé, c'est de savoir s'il considère, ou plus exactement s'il va considérer, que c'est une crise du capitalisme, la crise du capitalisme, c'est-à-dire la crise finale, celle qui doit déboucher sur un mouvement réactionnel de puissance tellement fort, tellement intense, que ça met à bas le mode de production capitaliste et que ça fait passer dans autre chose. Comme il y a eu des mouvements réactionnels qui ont mis à bas le système féodal, aristocratique, et qui ont fait passer à autre chose, etc. etc. Donc là, voilà, l'analyse des crises est un chantier qui se fait au jour le jour, et rien n'est écrit. De même pour la crise écologique. Je veux dire, c'est pas parce que la banquise fond, que la température s'élève, que le niveau des eaux monte, qu'on peut se déclarer en état de crise écologique. La crise écologique sera constituée lorsque le corps social aura produit un jugement que c'est la crise écologique. C'est-à-dire que c'est intolérable et qu'il faut que ça change. Et pour l'instant, il n'y a rien de tel. Alors oui, aux Seychelles, là, ça c'est sûr, je veux dire forcément, ils culminent à 75 cm, donc eux, le jugement de crise écologique, il est tout à fait arrêté. Ils font des conseils des ministres en plongée dans la flotte pour le dire, etc., etc. Mais moi j'ai peur que tant que nous ne suffoquons pas, tant que nous n'avons pas les pieds battus par le clapotis des eaux sales, nous ne considérerons pas encore que c'est une crise écologique. Je reprends le terme de catastrophe. On est dans un effondrement de modèle, et c'est un effondrement catastrophique. Parce que je ne sais pas ce qu'il nous faut de plus aujourd'hui pour ne pas considérer qu'effectivement nous sommes dans une situation de catastrophe. Je distingue cela du catastrophisme, parce que dans le catastrophisme, il y a l'idée, très souvent aujourd'hui, pas précédemment, mais en tout cas depuis une centaine d'années, le catastrophisme est devenu un genre, y compris un genre littéraire. Il y a des tas d'ouvrages qui sortent sur la catastrophe, etc. Et qui sont souvent, et là je reprends quelque chose qu'a écrit il y a pas mal de temps Annie Lebrun, qui a été réédité, qui sont souvent dans la déploration, soit la déploration, oh là là, c'est la catastrophe, ou bien dans l'instrumentation. C'est-à-dire que la catastrophe aujourd'hui, le catastrophisme, c'est comment utiliser la catastrophe, la stratégie du choc, pour justement pour faire poursuivre dans le même sens. Les économistes d'ailleurs en savent absolument quelque chose. Le terme de catastrophe n'existe pas véritablement dans la langue économique. On parle de risque et on construit des modèles de gestion de risque, en particulier modèles financiers, etc. Nous en reparlerons, c'est tous les liens que nous pouvons établir entre les différentes crises. On établit des modèles de gestion de risque, on gère la catastrophe. Et toute une partie du discours catastrophiste aujourd'hui, c'est comment gérer la catastrophe. Et j'ai été très frappé, par exemple, j'en reparlerai pas mal, si on peut, de ce qui se passe à Fukushima aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement fondateur d'une réflexion de comment penser le présent. Aujourd'hui, des firmes comme Mitsubishi, par exemple, proposent de nouveaux modèles de réacteurs nucléaires, etc., qui intègrent une espèce de service après-vente dans lequel ils disent qu'ils ont acquis un savoir-faire pour gérer le risque nucléaire. C'est-à-dire que la catastrophe devient une affaire de business. Bon,
je ne développe pas, tout le monde comprend. Donc on gère la catastrophe comme les économistes gèrent les risques. Et donc ça c'est, en revanche, ce discours catastrophiste qui est devenu un genre, effectivement, qui ne doit pas poser les vraies questions, qui ne doit pas nous faire abandonner l'idée, de mon point de vue, que nous sommes dans une situation, en tout cas, moi je parle plutôt d'effondrement. Pourquoi? Et là je vais aussi revenir sur les questions écologiques. Je crois que nous sommes aujourd'hui devant des questions qui sont proprement inédites. Alors je sais que dans chaque période historique, on a toujours pensé qu'on était devant des situations inédites. Ce n'est pas du tout le culte du nouveau que je veux mettre en avant, bien entendu. Et en particulier, il y a quelque chose d'inédit, de mon point de vue, qui se passe aujourd'hui. C'est l'intrusion unilatérale de la Terre, avec un T majuscule, des lois des écosystèmes qui aujourd'hui s'imposent à nos sociétés. Et s'imposent concrètement. Et c'est là que je peut-être se diverge avec Frédéric. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le discours uniquement, mais on est dans le vécu de situation, certes peut-être pas en France, certes pas en Europe aujourd'hui, mais on est dans un vécu extrêmement concret de ce qu'est aujourd'hui la crise écologique. La crise écologique n'est pas une abstraction, le changement climatique n'est pas une abstraction. Ça peut être traité comme une abstraction. C'est extrêmement concret. Aujourd'hui, nous avons une sécheresse aux États-Unis dont on sait que c'est une de ses origines, en tout cas, c'est vraiment les changements climatiques à cours, et qui va avoir des effets extrêmement concrets sur les prix alimentaires, sur la crise alimentaire, etc. Donc, la crise écologique n'est pas une abstraction, mais je dirais plus que ça. La crise écologique n'est pas une question écologique. C'est pour moi un véritable événement que nous avons à penser. Et pour nous, économistes, c'est un rappel. C'est un rappel aussi que nous ne pouvons pas penser l'économie en dehors des écosystèmes. L'économie n'est pas un système fermé, l'économie n'est pas un système autonome des sociétés non plus. Il y a des échanges avec les écosystèmes, ce que les économistes ont toujours négligé, ont toujours ignoré, ont toujours ignoré. Et ça, aujourd'hui, c'est en train de nous tomber sur le coin de la figure. Et là, je reprends des choses de Frédéric Lordon dans son livre que j'ai beaucoup aimé, sur le déterminisme. Oui, aujourd'hui, il y a un déterminisme que nous devons accepter. Mais tu n'en parles pas dans ton livre de celui-là. Il y a une forme de déterminisme que nous devons accepter. C'est qu'il y a des lois qui sont des lois de la nature. Je ne parle pas des lois naturelles des sociétés. Il y a des lois des écosystèmes avec lesquelles nous ne pouvons pas négocier. Les manifestants, ça m'a beaucoup plu, à Copenhague, avaient pris comme slogan « On ne négocie pas avec la planète ». Il peut y avoir des négociations capital-travail pour de nouveaux compromis, pour de nouvelles croissances, je ne sais quoi. Il ne peut pas y avoir de compromis avec certaines lois. Je ne peux pas faire diminuer par une décision politique la durée de vie du carbone dans l'atmosphère. Je ne peux pas le faire diminuer. Je ne peux pas dealer avec ça. Je ne peux pas négocier. Et donc, à partir de là, ce déterminisme-là est un déterminisme que nous avons à penser, que nous n'avons pas pensé, que nous devons accepter, et qui bien sûr s'oppose complètement à toute la conception néolibérale selon laquelle nous serions les maîtres absolus de notre destin, les maîtres absolus du monde, et que l'individu en tant que tel pourrait avoir cette possibilité de maîtrise. Donc là, je pense que c'est quelque chose de fondamentalement nouveau qui s'impose à nous, qui s'oppose à nous. Et c'est en ce sens que pour moi, la crise écologique, en dehors de ces manifestations concrètes, éprouvées, senties, ressenties, nous devons arriver à penser le présent, et pas de manière théorique, de manière sentie, arriver à construire un nouveau récit aussi à partir de situations vécues. Et ce sont les situations vécues. Et la crise écologique est pour moi un véritable événement qui nous oblige à repenser et à penser le présent. Si nous ne faisons pas ce détour-là, à mon sens, nous serons dans le capitalisme. Nous ne serons pas, par rapport à ce que tu disais, est-ce que c'est une crise dans le capitalisme ou une crise du capitalisme? Je pense que c'est une crise du capitalisme, pas dans le capitalisme. Mais beaucoup de réponses, y compris très radicales aujourd'hui, se situent dans le capitalisme. Peut-être, je peux faire rebondir une question, après ça va être suite, pas de souci. Frédéric Lordon disait clairement, et de façon sans doute un petit peu provocative, il souscrit au fait qu'il faut d'abord traiter le problème économique immédiat urgent,
et que ensuite on sera mieux placé pour résoudre des problèmes écologiques. J'imagine que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, Geneviève. Est-ce que pour autant on peut dire que la crise en tant que dépression, que récession économique, c'est une façon de pratiquer l'autolimitation dont vous parlez dans le livre? Non, je ne crois pas, parce qu'au contraire, la crise telle qu'elle se manifeste, dans les solutions qui sont données aujourd'hui, au contraire, c'est la démesure qui est en train de prendre le chemin. Je prends un exemple extrêmement concret. Par rapport à la crise écologique, on pourrait penser que, effectivement, je pense que la catastrophe, je reprends une expression d'Annie Lebrun, je trouve ce petit livre qui est vraiment très très bon. Elle dit la catastrophe, c'est la prise de conscience de la démesure. Et bien aujourd'hui, dans les solutions qui sont données aux différentes crises, ce sont toujours des solutions de démesure. Et ce sont des solutions qui consistent à penser qu'il y a un progrès, malgré toute l'histoire, qui est inéluctable. Et c'est ce que je retrouve un petit peu quand on dit on commence à changer les rapports sociaux, etc. On verra l'écologie après. Ça, c'est typiquement le discours progressiste qui nous a toujours dit cette histoire-là, qu'il fallait d'abord parce que l'histoire va dans un progrès absolument évidemment. Je crois que nous sommes dans une phase de régression extrêmement grave, et les réponses données sont des réponses qui vont au contraire dans le sens de l'hubris et de la démesure, y compris la réponse par la croissance. Croissance dont on sait, au niveau européen, c'est quand même absolument incroyable. On sait cette croissance du type du compromis fordiste, la croissance des 30 glorieuses, qui a été possible, parce qu'elle a été possible dans un parti simplement de l'humanité, et c'est là que la globalisation a accéléré l'effondrement, et cette croissance qui a été possible pour une partie de l'humanité, n'est absolument pas universalisable. Nous le savons, et qu'aujourd'hui en Europe, du fait des transformations géopolitiques dans le monde, du fait de l'émergence de nouvelles nations, etc., eh bien, nous n'aurons pas cette croissance. Alors on peut continuer à avoir le discours schizophrène, de pacte pour la croissance, etc., etc. Et là, je reprends un truc de Hannah Arendt, il n'y a pas pire qu'une société, une société de croissance sans croissance. Elle disait, il n'y a pas pire qu'une société de travailleurs sans travail. Il n'y a pas pire qu'une société qui se construirait sur l'idéal de croissance, l'espoir de croissance lié à la justice, etc., et qui ne serait pas capable de la produire. Eh bien, aujourd'hui en Europe, peut-être que je me trompe, ce sont mes affects, c'est possible, mais aujourd'hui en Europe, je ne pense pas, en dehors de mes affects, que la croissance que nous avons connue dans les 30 glorieuses, qu'elle soit possible. Je ne pense pas non plus qu'elle soit souhaitable, parce qu'elle ne peut être possible que pour une partie de la population mondiale. Elle ne peut pas être envisagée comme un processus d'universalisation des droits, en tout cas, ça ce n'est pas possible. Valérie? Oui, j'ai pas mal de choses à dire dessus. Alors, je voudrais, sur ce que tu as dit, Geneviève, je voudrais faire un point de clarification pour être sûr d'être bien entendu. J'espère que vous me créditerez de m'avoir par un seul instant en tête l'idée de minimiser les dommages objectifs qui sont faits par le capitalisme à la planète. La chose que je dis est d'une autre nature. Je dis que cet état de dégâts fait à la planète, cet état de dévastation écologique ne détermine pas en soi univoquement une situation sociale de crise qui ne peut être que le produit d'un jugement. Et c'est là que je m'excuse, c'est un peu pour le plaisir de la dispute théorique, parce que sur le fond, je pense qu'on n'est pas complètement en désaccord, Geneviève et moi, mais c'est quand même un point important. Il s'agit de savoir comment on conceptualise ce qu'est une crise. Or, vous savez bien que c'est le concept le plus maltraité de tout le débat public, puisque des crises, il y en a dans tous les coins du débat public, économique, social, politique, moral, écologique, etc., culturel, ce que vous voulez, et pire encore, nous sommes en crise depuis 30 ans. Depuis 30 ans, nous sommes en crise. Je vous signale qu'un état de crise qui dure 30 ans, ça ne veut rien dire. Bon. Si on est dans cet état-là depuis 30 ans, c'est que cet état n'est pas une crise, c'est que c'est un régime. Bon. La définition implicite qui parcourt tous les discours publics sur la crise, c'est que la crise, c'est quand ça va mal. Et c'est pas vrai, c'est pas ça conceptuellement la crise. La crise, c'est quand ça change. Et c'est pas du tout la même chose. Donc quand on dit, ah, regardez, depuis 30 ans, il y a du chômage de masse, donc c'est la crise, c'est absolument faux. Le chômage de masse est un caractère permanent du régime d'accumulation néolibérale. Permanent.
Et ça, c'est pas une situation de crise. La crise, c'est quand on sort, au minimum, le premier degré de la crise, c'est quand on sort du régime néolibéral. Et la question n'est même pas encore acquise aujourd'hui. Donc une crise, c'est quand ça change. Et pour que ça change, c'est qu'il y a eu des forces politiques, des puissances se sont mises en mouvement pour faire changer les choses. Donc c'est bien qu'il y a eu, antérieurement à cette mobilisation de puissance, à ces mouvements de corps, c'est bien qu'il y a eu des affects et des jugements produits autour de ces affects. J'en reviens à la question de tout à l'heure. Est-ce que l'état actuel, objectif du monde naturel, environnemental, etc., détermine des affects pour faire changer les choses? La réponse est, pour l'instant, pas encore, ou plus exactement, seulement sur une base minoritaire. Voilà, et c'est pas ça qui fait notre situation à tous. Alors, la question, elle est là, je suis vraiment en point d'accord avec toi, Geneviève, tu vas voir, suivi immédiatement d'un point de désaccord. Hein. Le point d'accord, c'est, je partage entièrement cette idée que sortir de cette situation écologique terriblement dégradée est le synonyme de sortir du capitalisme. Donc nous en revenons à la question. Je veux dire, nous sommes dans une crise du capitalisme. La question est des affects qui ont-ils été créés qui mettent en mouvement la multitude pour engendrer les changements sociaux radicaux, ça va sans dire, qu'il faut sortir du capitalisme. Et ma réponse est là, c'est là mon point de désaccord, et non. J'en suis désolé, mais cette sortie du capitalisme apte à rattraper le dégât écologique, elle va supposer de venir à bout de, l'imitation, l'hubris des passions marchandes, des passions collectives marchandes, des désirs d'objets marchands, des désirs consuméristes. Et très honnêtement, je ne vois pas que nous en prenions le chemin. Alors, j'ai le regret de tenir ce discours un peu passablement attristant, mais qui est un discours de Sirius, n'est-ce pas, et qui est un petit peu désespérant, mais je crois que le problème écologique, le problème environnemental se présente sous l'espèce d'une course de vitesse entre nos passions collectives, nos affects collectifs et la dégradation de la planète. Bon, je veux dire, et il faut espérer que cette course de vitesse, nous finirons par la gagner. Alors là où je suis prêt à, disons, à mettre mon mouchoir théorique dans ma poche et à finalement regarder dans un autre coin quand on tient des discours sur c'est la crise écologique, etc., c'est que ces discours, même si je les estime discutables du point de vue proprement conceptuel, ce qui n'a pas grande importance, ces discours nous aident, une chose égale par ailleurs, à gagner, ou disons à ne pas perdre cette course de vitesse. Qui contribue à les prises de conscience. Je voudrais revenir quand même sur la notion de crise. Je suis d'accord que c'est une crise du capitalisme. J'ai parlé plutôt d'effondrement. Pourquoi? Parce que cette notion de crise, elle est extrêmement ambiguë. Elle emprunte très souvent d'ailleurs au vocabulaire médical. Il y a la fièvre des marchés, le thermomètre, je ne sais quoi. Bon. Et ça laisse penser, crise, que les choses étaient... Il y avait un équilibre. Il y a crise et on va retrouver notre équilibre après. Eh bien, je pense, et c'est là la difficulté à penser le présent, je crois que nous devons prendre en compte le fait que nous ne retrouverons pas, après la crise, un état, entre guillemets, normal. Et c'est là que Fukushima est extrêmement intéressant, je trouve, parce que ça fait prendre conscience, au-delà de l'accident, du tsunami et de l'accident, c'est pas un accident, de la question nucléaire, atomique, mais c'est que ça ne sera pas comme avant. Il y a des destructions sociales aujourd'hui, pas seulement écologiques, sociales, culturelles, écologiques aussi, qui sont de l'ordre de l'irréversible, qui sont déjà de l'ordre de l'irréversible. Et donc là, c'est vrai que nous sommes pris dans une course de vitesse, mais dans le terme de crise, et surtout de sortie de crise, parce que c'est ça qui dit crise, c'est sortie de crise bien souvent, il y a l'espoir, cet espoir qui, à mon avis, empêche l'action finalement, il y a l'espoir qu'une fois ces problèmes passés, on va retrouver finalement quelque chose que nous avions perdu. Eh bien non. Eh bien sans doute non, c'est dans ce sens-là que je préfère parler d'effondrement que de crise. C'est un effondrement du capitalisme, je suis d'accord. Oui, mais je sais bien. Mais alors, ensuite on ne voit pas comment il y a une course de vitesse. Je crois que c'est aussi ne pas regarder ce qui est en train de se passer très concrètement. Je prends un exemple concret. Je crois qu'il faut qu'on s'appuie sur ces exemples-là, qui moi-même m'a prise de court et m'a surprise. Ce qui se passe en France aujourd'hui au niveau des questions énergétiques, des gaz de schiste.
Je n'aurais jamais pensé qu'il y ait une telle levée spontanée pour refuser ce pactole qui sont les gaz de schiste. Cet éventuel pactole, parce qu'on n'en est même pas sûr. Je ne pouvais pas le penser parce qu'on a déjà eu des configurations de ce genre, il suffit d'acheter un petit peu, de distribuer de l'argent, et les compagnies pétrolières en ont pas mal à distribuer. Il y a un refus aujourd'hui dans la population, pour des raisons qu'on peut estimer, je ne veux pas ça dans mon jardin, etc. au départ, mais il y a ce refus qui est surprenant. Parce que là, quand on regarde, on touche à des racines extrêmement profondes. Parce que notre modèle de production, etc., consommation, y compris nos affaires, ont été très façonnés par tout un modèle énergétique. Et remettre en cause aujourd'hui l'extraction des gaz de schiste. Mais c'est énorme, ce que bien souvent, d'ailleurs, ne se rendent pas compte certains militants des gaz de schiste. C'est absolument énorme, c'est une remise en cause profonde de tout ce qui avait rendu possible un certain mode, y compris le fordisme. Il n'y aurait jamais eu la croissance d'après-guerre, le compromis fordiste, s'il n'y avait pas eu cette possibilité d'une énergie à très bon marché, et qu'on allait chercher aussi ailleurs. Ça a été un des fondements. C'est énorme. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, je crois qu'il faut le regarder aussi avec plus de bienveillance que de dire les gens sont addicts à la consommation, tout ça. Ce qui est vrai. Mais il y a aussi des résistances qui peuvent paraître mineures, limitées, locales, etc. Mais je crois qu'il faut regarder de ce côté-là aussi. Ici, peut-être, j'ai encore une question et après on donne la micro à ça. Donc la catastrophe dont on parle depuis le début de la journée, on la présente souvent comme une sorte d'horizon à venir. Ça va nous tomber dessus, c'est quelque chose qui va nous arriver. Et de même que Frédéric opposait la crise, c'est quand ça va mal, à la crise, c'est quand ça change, on pourrait opposer la catastrophe, c'est quelque chose qui va nous arriver, ou la catastrophe, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Par exemple, le nucléaire, on est en train de produire des catastrophes à venir en consommant et en produisant nucléaire, et on ne fait pas, si on évite de faire des gaz de schiste, peut-être qu'ici c'est à travers ce qu'on ne fait pas plutôt que ce qu'on fait qu'on se situe dans ou en marge ou en sortant de la catastrophe. Et donc ma question aux deux, ça serait, si on sort de cette vision de la catastrophe comme un horizon qui risque de nous arriver ou pas, on le sait, on ne le sait pas, on va sortir ou on ne va pas sortir du capitalisme demain, matin ou après-demain, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui face aux crises financières? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, faire différemment, ne pas faire? Dans votre livre, vous insistez souvent sur Correa ou d'autres, des dirigeants qui décident de ne pas faire, de ne pas choisir l'extraction, de ne pas faire aller du côté du gaz de schiste. Qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain matin, nous à notre petite échelle, collectivement, pour soit faire venir la crise si elle va nous aider, soit éviter la catastrophe ou essayer d'en sortir. Donc sortir de l'horizon et se dire, tiens, maintenant, concrètement, de quel côté on peut jouer, quelle partie on peut jouer? Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, plusieurs choses. Yves, tu disais, voilà, la catastrophe est une espèce d'épouvantail à demi fantasmé, on nous annonce que la finance va exploser, et puis finalement elle n'explose jamais, et je te signale qu'elle a explosé une fois, et pour de bon. Elle a explosé, et l'explosion a été rattrapée par une intervention massive de la puissance publique, du secteur hors marché. Il faut savoir que 4 ans après le déclenchement de la crise, les banques sont incapables de se tenir debout sans être portées à bout de bras par la Banque centrale. Et selon des procédures qui sont tout à fait exorbitantes de son droit commun. Donc là, nous sommes dans une situation où tout le fourbi tient avec de la ficelle et du scotch. Bon. Et quand je faisais cet entretien pour la revue des livres, je ne faisais que réagir à un de ces épisodes, de ces critiques qui manquent régulièrement d'emporter l'euro, comme ils sont encore manifestés depuis notamment cet été, et qui sont à chaque fois de la même manière, là, rattrapés par des interventions de dernière carat, tout à fait exceptionnelles, etc. Donc oui, la catastrophe n'est pas là, mais très honnêtement, c'est pas juste un spectre inventé. Alors, Geneviève a eu un propos avec lequel je suis tout à fait d'accord. Elle a noté que les économistes, la théorie économique, ne pensent pas les catastrophes. Alors ça, je veux dire, nulle part vous trouvez ce mot dans la littérature économique. Donc, Geneviève a proposé que les économistes avaient un concept substitut qui est celui de risque.
moi je dirais, mais c'est pas très, bon, c'est pas contradictoire, hein, c'est complémentaire et compatible. Je dirais que le concept de substitut, l'ersatz, là, le truc édulcoré, c'est le concept de crise, hein, précisément. Ça, les économistes parlent de crise. Ils en parlent d'une manière qui est navrante d'indigence conceptuelle, hein, je veux dire, du point de vue de la théorie néoclassique, même des keynésiens, etc. Je fais une petite parenthèse pour faire un peu de publicité pour ma paroisse. Je trouve que les régulationnistes, le courant des économistes dits de la régulation, les régulationnistes sont les seuls à s'être un peu raté la soupière pour une conceptualisation de la crise qui tiennent un peu la route. Fin de la parenthèse. Alors, cependant, je dois dire qu'il y a quand même des états limites en économie, dont l'histoire nous a montré quelques cas, et qu'à coup sûr, auquel à coup sûr on pourrait faire endosser le vocable de catastrophe. Et les deux événements maximaux, si vous voulez, en économie de marché capitaliste, c'est l'hyperinflation et le risque systémique bancaire matérialisé. Alors ça, c'est deux événements qui ont des effets de dislocation de la vie matérielle à des échelles inouïes. Il faut voir ce qui s'est passé pendant l'hyperinflation allemande de 1923. Il y a des histoires qui sont alors presque drôlissimes, tellement c'est trop, quoi. Et puis pour oublier tellement à quel point ça avait été abominable. Mais le risque systémique bancaire, s'il n'est pas rattrapé, lui aussi vous ramène à l'état de nature économique en tout coup de cuillère à peau. Hein. Donc ça, peut-être, ça pourrait passer pour un véritable état de catastrophe économique. Et ce qui s'est passé en 2008 avec Lehman Brothers, c'est vers ça qu'on allait. Alors, Lehman Brothers est rattrapé par l'intervention massive des banques centrales, puis des États qui viennent renflouer les banques, etc. etc. C'est le même épisode qui est en train de mûrir dans la zone euro depuis 2 ans, à ceci près que si jamais il explose, si jamais il est matérialisé, on sait d'ores et déjà que les États sont nos abonnés absents, puisque leurs finances publiques ont été naufragées par l'épisode précédent, et que les États s'étaient chargés de rattraper précisément. Alors maintenant, sur ta question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que nous, on peut faire à notre petite échelle? Alors, sur les questions de la crise ou de la catastrophe financière, et là, j'ai peur de te le dire, rien, rigoureusement rien. Alors, ça aussi, je sais que ça ne vaut pas des caisses de popularité, parce que ce qui est normal, parce que les gens sont tellement submergés par l'État, parce qu'on est en train de vivre, et cherchent à toute force quoi faire, et ne trouvant pas, font ce qu'ils peuvent à leur échelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crie des chèques contre la crise écologique. Si j'ai une agence de crédit coopératif à moins de 40 km, je déplace mes comptes. J'essaye d'animer une association, un truc coopératif, etc. Mais tout ceci est bel et bon. Mais ce sont des isolats qui ne se connectent pas et qui ne font pas un changement de formation sociale. Et là, encore une fois, c'est une discussion qu'on a eue exactement il y a 1 an à cette époque. Il faut sortir d'un chêne stupidement antinomique, mais c'est soit par le haut, soit par le bas, pour être là aussi assez stupidement dialectique, non, c'est les deux en général, quoi. Mais par le haut autant que par le bas. Je veux dire, par le bas, ça veut dire s'invente des formes de vie alternatives, mais par le haut se créent leurs conditions de possibilité et de viabilité. Vous pouvez inventer les coopératives, les stocks les plus inventifs du monde, la finance la plus sociale, solidaire, tout ce que vous voulez. Si vous la laissez exposer au grand vent des marchés de capitaux internationaux déréglementés, tout ça sera balayé comme fait du paille, ou alors ne résistera qu'à l'état de petit isolat non significatif. Et de ce point de vue, je voudrais vous signaler que les grands libéraux, eux, savent comment le jeu se joue. Vous savez, je l'ai dit ça, je radote, j'en suis désolé, mais les libéraux sont des marxistes à l'état pratique. C'est des structuralistes. Ils savent que pour jouer les coups gagnants, il faut passer par le haut. Où est-ce que ça se joue les coups gagnants? Je veux dire, c'est pas c'est au FMI, à la Commission européenne, à l'OMC, au comité de Bâle des banques centrales, etc. C'est là que vous redéfinissez les grandes contraintes macro-structurelles qui vont reconfigurer toute l'épaisseur des formes institutionnelles et des comportements qui sont dessous. Je veux dire, une fois que vous avez déréglementé les marchés de biens et services selon le principe de concurrence libre et non faussée, que vous avez libéralisé les marchés financiers sur une base internationale, pardonnez-moi d'être un peu vulgaire, mais vous l'avez dans le cul, c'est fini. Hein. Donc c'est là-dessus qu'il faut retenir. Et c'est à cet étage-là qu'il faut taper aussi. Alors pour taper à cet étage-là sur que faire pour éviter la crise financière, alors là, ça on sait. Hein. Je veux dire, bon, moi j'ai rendu ma copie depuis très longtemps, hein, depuis le mois d'avril 2008. Je ne rentre pas dans le détail parce que forcément ça a un caractère un peu technique, mais on va résumer ça très globalement. Il faut revenir sur la déréglementation
financière. Et là, on sait ce qu'il faut faire. Alors, maintenant, comment botter le cul aux politiques pour qu'ils le fassent, ça, c'est une toute autre paire de manches. Je suis d'accord sur le rien de Frédéric au départ. Simplement, ce que je crois, c'est la même chose pour ce qui est de la crise climatique, par exemple. Je crois qu'il y a quelque chose qui est enclenché, que nous ne pouvons pas arrêter par un jeu de la volonté, qu'elle soit individuelle ou collective. Il y a des effets de système qui font que c'est rien posé ainsi. Mais je veux revenir sur le rien. Un des aspects, et ça rejoint la dernière question de Frédéric, un des aspects de ce qu'on appelle la crise, c'est quand même la crise démocratique, ou en tout cas le problème démocratique, la question démocratique. C'est quand même le nœud de l'affaire pour nous, citoyens, et qui revient à comment on fait pour leur botter le cul, comme il disait. Et là, je pense que, et là on n'est plus dans le rien, parce que justement, je pense que partout où ça résiste, même si ça peut apparaître comme des petites choses qui ne sont pas capables en elles-mêmes d'ébranler le système, malgré tout, ces résistances-là, ces constructions-là, maintiennent la capacité, à un moment donné, à faire vivre la démocratie. Parce que si ces résistances-là, si ces expériences-là n'existent plus, s'il y a une dépossession totale de ce que nous sommes, nous citoyens, eh bien, à ce moment-là, nous n'avons plus aucun espoir qu'à un moment donné, il puisse y avoir un basculement possible au niveau où il doit être. C'est la question qui était posée aussi sur résistance individuelle, résistance collective. Je pense que c'est aussi mal posé que en bas, en haut. Ce sont des choses qui s'arrangent ensemble. Ou bien local, global, là aussi, je pense que c'est mal posé. Ce sont des rapports qui sont dialectiques entre le local et le global, entre l'individuel et le collectif. Mais même si aujourd'hui nous sommes écrasés, eh bien, nous pouvons avoir le sentiment d'être écrasés, sachant quand même que toutes ces résistances qu'il peut y avoir. Et il y a de nouveaux mouvements. Je pense au mouvement des Occupy, par exemple. Même si aujourd'hui, Occupy Wall Street a essayé d'occuper Wall Street le 17, il y a 3 ou 4 jours, et que le mouvement connaît des problèmes internes, de